si vous pouviez couper vos caméras afin d'utiliser le moins de bandes passantes possible et éviter les bugs de connexion, ça serait appréciable. Voilà. N'hésitez pas à couper vos micros pour éviter de nuire à la qualité de la présentation par la suite. Voilà, ce serait top. On a mis dans la conversation un lien Google Form. Si vous aviez quelques minutes pour y répondre en début de présentation, le temps qu'on attend que tout le monde se connecte, ce serait vraiment parfait. Et je crois que j'ai tout dit pour le début. On attend encore 2 petites minutes que les éventuels retardataires se connectent. Profitez-en pour remplir le petit Google Form. Ça prend pas beaucoup de temps et les réponses sont précieuses. Du coup, il est 15h02. Je propose qu'on commence pour ne pas prendre trop de retard. C'est bon ou j'attends encore un petit peu? On peut commencer. On peut commencer? Une présentation. Ok. Donc, de nouveau, bienvenue et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, bienvenue dans ce deuxième webinaire qui va parler de la stratégie politique de la rénovation énergétique. Alors, avant toute chose, donc ce webinaire est présenté par Alter Alsace Énergie, qui est une association présente sur le territoire alsacien depuis plus de 40 ans et qui intervient dans les questions de sobriété, d'efficacité et d'utilisation d'énergie renouvelable à travers diverses missions qui sont en sa possession. On intervient auprès de différents publics, c'est du particulier, de la famille, des écoles, mais également beaucoup de collectivités territoriales. Donc, ce webinaire est présenté par mon collègue Richard Lemoine, qui intervient en sobriété et en efficacité énergétique auprès des collectivités territoriales. Ma collègue Léa Bano, que vous aviez pu entrevoir lors du dernier webinaire, qui est donc conseillère en énergie partagée pour les collectivités. Et moi-même, qui suis conseillère pour les collectivités, mais plutôt sur la partie renouvelable pour le développement des projets photovoltaïques. Donc, ce webinaire va axer sur la stratégie politique de la rénovation énergétique. On aura 2 intervenants de qualité, de l'association Négawatt, Noé, et de l'association de l'ADEME, avec Alban. Pourquoi ces webinaires? Donc, on a eu un premier webinaire sur les écosystèmes de la rénovation énergétique des bâtiments. On en aura un autre à venir sur les aspects techniques de la rénovation énergétique et un dernier qui présentera un livret des choses à savoir concernant la rénovation énergétique. Le but, c'est de regrouper un petit peu toutes les bonnes pratiques concernant la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, voilà un petit peu pour le passif. Et donc, ces webinaires sont organisés par FNE, qu'on remercie au passage. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va axer quelques définitions avec d'abord la définition du territoire à énergie positive pour la croissance verte. Donc, un territoire à énergie positive, un territoire TEPO, c'est un territoire qui sert d'exemple au niveau de la transition énergétique et écologique. Il s'agit d'un territoire qui développe les énergies renouvelables et adopte un modèle permettant d'atteindre l'équilibre entre consommation et production d'énergie. C'est un objectif que s'est fixé le territoire du Grand Est à l'horizon 2050. Ensuite, une autre définition importante, celle du territoire décarboné.
qui vise à réduire considérablement les émissions de CO2 qui sont réalisées sur le territoire. On souhaitait également mettre en avant la définition de transition écologique, puisqu'il s'agit d'une évolution vers un nouveau modèle économique et social dans lequel s'inscrit la rénovation énergétique, avec un modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble, afin de répondre aux grands enjeux environnementaux, climatiques, de rareté des ressources, de perte de biodiversité et de risques sanitaires environnementaux. Et enfin, la croissance verte, qui vise à promouvoir une croissance économique et un développement, tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir des ressources environnementales nécessaires pour la croissance. Donc, pour continuer sur les éléments de base à connaître, donc mon collègue avait fait un petit peu de définition sur ce point lors du dernier webinaire, mais comme peut-être tout le monde n'était pas là, on va y revenir brièvement. Donc, l'énergie primaire, c'est l'énergie qui est produite, alors que l'énergie finale est celle qui est consommée. C'est celle de l'énergie finale qui est mesurée par le compteur électrique, gaz ou pompe à essence. Entre l'énergie primaire et l'énergie finale, il y a des pertes de production et des pertes liées au transport. Je pense que j'ai tout dit. Est-ce que Richard, tu veux rajouter quelque chose sur ce point ou c'est tout bon? Non, c'est très bien. Ok. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est que une grande partie de la consommation énergétique en France, c'est le bâtiment, puisque le bâtiment résidentiel notamment représente 45% de la consommation d'énergie finale. Et ce qu'il est nécessaire de préciser, c'est que sur cette consommation d'énergie finale, 67% de l'énergie consommée est à des fins de chauffage. On pourra voir dans les années à venir une augmentation de l'utilisation des climatisations l'été. Mais pour le moment, c'est le chauffage qui reste prédominant dans la consommation d'énergie. Pour donner un ordre d'idée, on voit qu'une tonne d'émissions de CO2, ça équivaut à 54 jours de chauffage au gaz. On a d'autres pictogrammes pour vous donner des ordres de grandeur. Je vous laisse vous saisir brièvement de ces chiffres qui permettent de voir tout ce qu'on peut faire avec une tonne de CO2 et se rendre compte que finalement, c'est facilement émis une tonne de CO2 parce que ça représente pas beaucoup dans certains domaines puisque c'est que 192 t-shirts et finalement que 54 jours de chauffage et on chauffe un petit peu plus que ça. Donc, il est essentiel d'agir sur la rénovation des bâtiments afin de polluer moins et de réduire l'énergie finale consommée et donc la quantité d'énergie primaire produite. Pour ce faire, on a un grand nombre de textes au sein de l'Union européenne qui ont été pris. On va en citer quelques-uns. C'est une liste non exhaustive. Il y en a peut-être d'autres qui peuvent être ajoutés. On a ciblé sur ces textes-là puisqu'ils fixent les actes majeurs de la politique énergétique et la politique de rénovation du bâtiment actuellement. Donc, c'est notamment le paquet climat-énergie du 12 décembre 2008 qui vise un objectif 20-20-20 de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, 20% d'augmenter de 20% la part d'énergie renouvelable et d'améliorer de 20% l'efficacité énergétique. En 2014 puis 2018, on a eu un nouvel objectif qui a été fixé avec le paquet énergie propre pour tous les Européens qui vise à réduire la consommation d'énergie d'au moins 32,5% à l'horizon 2030. C'est dans ce cadre que s'inscrivent notamment les directives sur la performance énergétique des bâtiments ainsi que la directive relative à l'efficacité énergétique qui vise à garantir que chaque État membre dispose d'un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d'ici 2050. Pour revenir un petit peu sur ces directives, la directive sur la performance énergétique des bâtiments a introduit l'obligation pour chaque État membre d'établir une stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national des bâtiments, tant public que privé, en vue de constituer un parc immobilier à haute efficacité énergétique décarboné, comme je l'avais indiqué, d'ici 2050. Donc, ça vise une accélération de la transformation des bâtiments afin d'avoir des consommations d'énergie quasi nulles d'ici 2050. On a également donc, la directive sur la performance énergétique qui souhaite réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment pour devenir neutre en climat d'ici 2050.
Cette directive est très importante puisqu'elle exige que tous les bâtiments non résidentiels de la classe de performance énergétique G soient rénovés en sorte de satisfaire les exigences supérieures. Et donc, il faut aussi rénover les classes énergétiques F pour 2027 au plus tard et les classes E pour 2030 au plus tard. Donc, si ces rénovations ne sont pas faites, il y aura un gel des loyers si c'est un bien locatif. Voilà. Et donc, cette directive instaure aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle en vue d'améliorer les performances énergétiques avec, par exemple, des compteurs communicants et autres technologies permettant une meilleure efficacité et contrôle de l'énergie produite et consommée dans un bâtiment. Le 18 mai 2022, après l'invasion russe de l'Ukraine et conformément au plan Repower EU, la Commission a modifié la directive sur la performance énergétique des bâtiments en renforçant son soutien à l'utilisation de l'énergie solaire dans le bâtiment, avec notamment l'instauration progressive et sélective d'une obligation d'installer des dispositifs d'énergie solaire sur les toits. En ce qui concerne l'efficacité énergétique des produits, puisqu'on parle du bâtiment, mais il y a aussi des changements qui ont eu lieu concernant les produits de chauffage ou luminaires. Les classements qui avant pouvaient aller de A+, A++, A+++, ont été revus sur une échelle uniquement de A à G en vue de permettre à l'innovation de progresser sur ces questions et d'avoir donc des chauffages plus performants, des luminaires plus performants et un étiquetage plus lisible pour le consommateur. C'est sur cette impulsion européenne que la France a pris de nombreuses mesures pour la rénovation des bâtiments, avec notamment la réglementation thermique qui recouvre l'ensemble des textes de loi, décrets et arrêtés d'application relatifs aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments. Cette réglementation s'applique à la construction des bâtiments neufs et depuis novembre 2007 à l'amélioration des bâtiments à l'amélioration et à la rénovation des bâtiments existants. On peut citer la loi Grenelle 2 que j'ai mis en avant ici, puisqu'elle fixe plusieurs objectifs, celui de la rénovation BBC d'ici 2050 du parc immobilier français et la rénovation énergétique de 500 000 logements par an à compter de 2017 pour faire baisser la précarité énergétique de 15%. Donc les chiffres, c'était 15% d'ici 2020. Ces chiffres n'ont pas été atteints, mais on reste quand même sur des objectifs de réduction de la précarité énergétique. Cette loi Grenelle fixe aussi l'exemplarité des nouvelles constructions et un bonus de 30% d'aide possible pour la collectivité si le bâtiment est construit en BEPOS. Elle fixe aussi la création d'un fonds de garantie pour la rénovation énergétique et un réseau de plateformes territoriales pour la rénovation. Pour le logement, le rôle de la réglementation environnementale, c'est avant tout d'accentuer les performances d'isolation grâce au renforcement des exigences sur l'indicateur de besoins bioclimatiques. On l'entend souvent parler sous BBO. Et l'objectif donc de ces réglementations, c'est également de diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs avec une analyse cycle de vie, ACV, et de viser sur un confort d'été, puisque avec les augmentations des températures, on a des étés de plus en plus rigoureux. Donc, il faut veiller l'isolation l'hiver pour le chauffage, mais également à garantir un confort d'été pour l'été. Les mesures réglementaires pour la rénovation énergétique des bâtiments sont de différentes importances selon les travaux entrepris. Alors là, je laisse la parole à mon collègue Richard pour ce petit questionnaire et vous faire un petit point sur le DPE un peu plus en détail. Je vais peut-être attendre un instant que la diapositive se passe. Voilà. Donc la diapositive est arrivée maintenant et la question se pose en fait au niveau de vos territoires, hein. Donc la question suivante, combien de kilowattheures consomme un bâtiment public sur votre territoire en électricité, en chauffage? Donc la question est posée, vous pouvez répondre A, B, C ou D dans le chat par rapport aux différents diagnostics que vous avez faits. Donc je vous laisse répondre le temps que je continue mon discours, c'est-à-dire qu'on peut se poser cette question-là de combien consomme mon bâtiment en public si vous êtes une collectivité. Si vous êtes maintenant une entreprise ou un privé, vous pouvez vous poser la question de combien consomme mon bâtiment. Avez-vous cette réponse? Donc j'attends quelques réponses dans le chat. Est-ce que vous avez déjà fait le diagnostic énergétique des consommations réelles, des consommations finales de votre bâtiment?
Est-ce qu'il consomme 35 000 kWh, 350 000, 3 500 000 ou 35 millions finalement? Donc effectivement, vous l'aurez compris, hein, ça dépend du bâtiment, mais si vous voulez maintenant vous placer par rapport à une maison individuelle, de 130 mètres carrés avec 4 personnes, qui habitent à l'intérieur, des années 60, une maison des années 60, vous êtes à 35 000 kWh par an. Si maintenant je prends un groupe scolaire ou, un bâtiment public un peu plus gros, je vais être à 350 000 et si je prends une collectivité qui fait entre 5 000 et 10 000 habitants, on va être, pour les bâtiments publics uniquement, à 3 500 000 kWh et vous avez comme ça après différents ordres de grandeur qui peuvent arriver. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que je consomme aujourd'hui pour bien, voir combien je dois réduire et tout ça en fait pour valider l'intérêt de la rénovation énergétique puisqu'on verra sans suspense qu'on ne pourra pas réduire ses consommations sans, rénovation énergétique, performance. Bien merci Anne pour cette diapositive. Nous pouvons passer à la suite. Du coup, c'est toujours à toi, Richard. Ah ben c'est parfait. Du coup, j'attends que la diapositive arrive Ouais, parce qu'il y a un désolé. petit, décalage Ouais. entre les 2. Donc au niveau des réglementations thermiques, hein, si vous voulez maintenant construire un bâtiment neuf, on va être soumis à la réglementation environnementale E+C-, hein, comme Anne l'a très bien dit, donc avec une partie sur la performance énergétique du bâtiment qui devrait être la plus faible possible, mais tout ça aussi équilibré avec la consommation d'énergie qui est comprise pour la production des matériaux qu'on va utiliser pour construire également cette maison. Ce qui fait que dans cette nouvelle réglementation environnementale, on va prendre le coût énergétique de fonctionnement durant la vie de la maison, mais également le coût de construction de la maison avant qu'elle fonctionne. Par contre, quand vous êtes en termes de réglementation thermique pour la rénovation, donc Anne l'a dit également, c'est la réglementation thermique 2007, donc on a quand même presque 15 ans qui séparent ces deux réglementations, alors que la rénovation est bien le sujet principal actuellement et pas forcément la construction de bâtiments neufs, quoi. C'est pour ça que vous avez, différentes prescriptions, qui peuvent être données, hein, pour la rénovation, thermique et c'est là où on va devoir aller un petit peu plus loin que ce que la réglementation nous donne en termes d'informations, d'épaisseur d'isolant, de mise en œuvre, de cohérence au niveau des travaux, de performance globale, qui sont qui sont moins décrits dans cette réglementation, comme, on peut le faire par exemple au niveau des acteurs que vous avez pu voir dans le webinaire numéro 2 qui est déjà passé, qui date du 15 mars. Donc, je vous invite à regarder aussi ce webinaire pour, si vous vous posez la question de comment je peux rénover mon bâtiment et avec qui, vous trouverez ces réponses dans le webinaire numéro 2 qui a déjà été enregistré. Du coup, j'attends que la diapositive passe, mais ce qu'on peut voir ici, c'est que ces réglementations sont d'autant plus importantes puisque 5,2 millions de logements sont classés F et G et devront connaître des rénovations énergétiques très importantes dans les années à venir. Donc là, c'était un petit point sur le DPE, c'était pour montrer à quoi ça ressemblait une étiquette DPE. Je ne sais pas si Richard, tu as des choses à préciser sur ce point. Non, bah, c'est surtout que l'étiquette DPE, ben, au même titre que les autres étiquettes, hein, qu'on va trouver sur les différents appareils, comme tu l'as cité avant, va être un moyen de noter les différents bâtiments entre eux. Et donc, en regardant 2 DPE, on pourra dire, bon, bah, ce bâtiment-là est peut-être mieux que celui-ci. Mais pour tout ce qui est accompagnement à la rénovation, donc c'est un sujet, enfin c'est un outil qui n'est pas du tout suffisant. Donc on va devoir de toute façon se tourner vers des acteurs de la rénovation performante, comme je disais tout à l'heure, qu'on l'a vu dans le webinaire numéro 2. Mais ce DPE ne pourra pas se substituer à un accompagnement et à des conseils précis qui pourront être donnés par les différents acteurs de la rénovation performante. Alors, on souhaitait insister sur ce point qui a été vu dans le webinaire 2, c'est que les postes de rénovation, que la rénovation globale est la rénovation la plus importante pour permettre une rénovation optimale du bâtiment. Idem, je vous laisse vous référer à ce webinaire pour avoir plus de détails sur les différents modes de rénovation. Pour une petite précision, ces bâtiments, lorsque vous voulez faire des rénovations, doivent faire l'objet d'une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie préalablement au dépôt de la demande du permis de construire. Et ces travaux sont régis par l'article R 131-26 du Code de la construction et de l'habitation et son arrêté d'application du 13 juin 2008. Donc, si vous avez des questions législatives sur ce point, n'hésitez pas à aller vous référer à ces textes. Donc, c'est R 131-26 et suivant du Code de la construction et de l'habitation.
Donc, il y a la rénovation également par étape embarquée, mais pour, comme dit, plus de détails, je vous laisse vous référer à la vidéo de l'autre webinaire qu'on a fait auparavant par mon collègue Richard Lemoine et Léa Vano, qui revient sur toutes ces questions. Pas besoin d'y passer plus de temps. Un petit point sur les copropriétés, puisque on parle de rénovation globale, il faut savoir que les rénovations globales en copropriété sont les modes de rénovation les plus efficaces que des rénovations individuelles par logement. C'est un constat du projet européen Low Energetic Apartment Future qui a mis ça en évidence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rénover individuellement son logement, mais que si on est en copropriété, se battre pour avoir des travaux de rénovation globaux, c'est vraiment intéressant pour des réductions de consommation d'énergie. Ici, on a la liste des aides financières pour la rénovation énergétique ainsi qu'un lien. Le lien vous sera transmis. Je vous laisse vous-même vous renseigner sur ces points. Le lien reprend tout en détail, donc on va pas y passer beaucoup plus de temps. Richard, je te laisse faire le petit questionnaire. Désolée, la diapositive met un peu de temps. Ça permet comme ça de bien regarder le lien pour bénéficier des aides financières. Comme ça, il reste un petit peu longtemps au niveau de la vidéo. Ce lien qui permet de, en fonction de votre profil et des travaux que vous voulez réaliser, trouver en fait les personnes qui s'occupent des aides financières autour de chez vous ou au niveau national. Inciter à la rénovation énergétique, là est toute la question, hein, puisqu'aujourd'hui, on admet l'urgence de cette rénovation énergétique et en tout cas l'impact positif de cette rénovation énergétique sur les bâtiments. Une fois que j'ai acquis ceci, vers qui je me tourne pour réaliser cette rénovation? Donc c'est une question qui a été posée, hein, un sondage qui a été réalisé au niveau national. Vers qui vous tournez-vous? Donc je vous laisse effectivement vous positionner également vous-même. Si j'ai des questions sur la rénovation énergétique, est-ce que je demande à mon fournisseur d'énergie, à mon voisin, à l'ANA, aux professionnels, ou je recherche sur internet, ou alors je m'adresse à quelqu'un d'autre? Donc la question, en fait, finalement, de ce qu'on appelle aujourd'hui, hein, le guichet unique, vous avez peut-être déjà entendu, France Rénov', Mon accompagnateur rénove, et cetera, et cetera. La réponse, en tout cas la réponse du panel, hein, qui a été interrogé sur la diapositive suivante. Donc la réponse, au niveau du panel, c'est, soit les fournisseurs d'énergie, soit vers mon voisin. C'est les occurrences, en fait, c'est qui ont eu le plus de pourcentage à la question, quand j'ai une question de rénovation énergétique, vers qui je me tourne? Donc ça aussi, ça montre autant l'urgence de la rénovation énergétique, autant aussi l'urgence de la communication et d'un parcours des personnes qui vont rénover. Et dans les personnes qui vont rénover, ben, on va retrouver les citoyens, les collectivités, les copropriétés, etc., etc., les entreprises. On peut parler sur la diapositive suivante de l'Observatoire national de la rénovation énergétique, hein, dont... Ah, Elle n'apparaît plus, je suis désolée. ok, ça marche. Ben, à ce moment-là, on peut d'abord parler de l'Observatoire national de la rénovation énergétique, donc l'ONRE. On peut aussi mettre le lien dans le chat, puisque c'est un observatoire où on va trouver énormément d'informations intéressantes et beaucoup de retours d'expérience, justement, de la mise en place de ces rénovations et de ces programmes de rénovation au niveau national, dont la question, hein, qui fait un petit peu appel tout à l'heure et qui montre bien en fait l'urgence pour les collectivités, alors, de rénover leurs bâtiments, mais aussi de mettre en place un système, un chemin fléché, un service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Et on peut passer ensuite effectivement sur les différents textes de loi et le droit, surtout au niveau d'urbanisme et rénovation. Oui. Alors du coup, l'autorité compétente en matière de droit des sols peut, par décision motivée, déroger aux règles du plan local d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions, afin d'autoriser la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades et des constructions existantes dans la limite d'un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU, d'une isolation par surélévation des toits des constructions existantes dans la limite d'un dépassement de 30 cm au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le PLU. Et il y a des dérogations aux 1 et 2 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de 2 ans. Donc en fait, il y a... Je ne vais pas citer toutes les dérogations puisque c'est déjà un petit peu longuet au niveau du temps. Je vous laisse vous fixer aux articles L152-5 et aux articles R152-4 à 152-9 du Code de l'urbanisme
qui fixe toutes les obligations concernant le permis de construire et demande dérogation de permis de construire. Je vous mettrai les liens dans le chat par la suite qui permettent d'encadrer. Et donc, ces dérogations ont pour but de permettre à tous les particuliers d'avoir une rénovation énergétique de leurs bâtiments. Quelques mots, mais très brièvement, sur les carences des textes de loi, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup d'obligations en droit actuellement sur la rénovation énergétique des bâtiments, des simplifications au niveau des autorisations de permis de construire qui ont été exigées afin de permettre une rénovation énergétique de tous les bâtiments. Pour autant, la Cour des comptes a remarqué qu'il s'agissait d'enjeux ambitieux avec des dépenses publiques importantes, mais qu'il y avait un manque de cohérence dans la politique publique de rénovation énergétique, puisque la notion même de rénovation énergétique est imprécise et recouvre des réalités d'intervention très diverses, pouvant aller du monogeste à une opération d'ensemble pour atteindre la performance énergétique. Le manque de clarté des dispositifs rend en outre compliqué, voire incompréhensible, les mécanismes pour les usagers. C'est ainsi que la Cour recommande une clarification des dispositifs de soutien de rénovation énergétique en simplifiant la description des gestes de rénovation concernés et en précisant les règles de cumul. On remarque aussi qu'il y a peu d'acteurs présents dans l'écosystème de politique publique de rénovation énergétique et qu'il y a un manque de moyens assez important qui rend inefficace le service public de l'accompagnement à la rénovation énergétique. La Cour des comptes préconise donc un pilotage assez fort et une meilleure coordination des structures pour être à la hauteur des enjeux de priorité affirmés. Et c'est un peu dans ce cadre que s'inscrira le livret produit par FNE, qui a pour but de réunir un petit peu les choses à faire, à ne pas faire, et les noms des acteurs à contacter en cas de question concernant la rénovation énergétique. Et du coup, c'est tout. C'est le constat. Enfin, après, j'ai une diapo sur le constat, mais j'ai oublié de passer. Du coup, ce sera tout pour ma part. Je vais laisser les intervenants, désolée pour la longueur de mon intervention, je vais laisser les intervenants partager leur écran. Alors. Normalement, j'ai arrêté mon partage, c'est bon? Oui, et normalement, vous devez voir mon écran arriver. Alors, attendez, si je partage le bon truc, hop, je vais juste le retrouver. Voilà. Là, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, parfait, c'est bon. Ok, Oui. super. Donc, bonjour à tous. On va vous faire une présentation en 2 temps, Noé et moi. Peut-être que Noé, tu veux prendre 1 minute quand même pour te présenter avant que je commence la présentation. Avec plaisir. Du coup, je suis Noé de Largilière. J'interviens en tant qu'ambassadeur de l'association Negawatt aujourd'hui. Je vais présenter l'association Negawatt dans les prochaines slides. Et peut-être je profite de l'introduction pour dire je suis aussi salarié de l'Institut Negawatt. Je travaille avec les collectivités sur leur stratégie de transition énergétique de leur propre patrimoine. C'est l'essentiel de mes missions avec plusieurs métropoles en ce moment. Donc, des projets de terrain pour des collectivités qui ont plusieurs centaines de bâtiments. Et j'ai aussi travaillé sur des plans climat, des stratégies territoriales à énergie positive, comme la démarche TEPOS a été présentée précédemment. Et de mon côté, donc Alban Gaspard-Schra, il y a l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et je travaille au service bâtiment en charge de la prospective. Et aujourd'hui, on va vous parler rénovation et on va vous parler rénovation en direct depuis 2050 parce que finalement, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un ensemble de résultats qui ressort de travaux de prospective et de scénarios qui ont été faits pour prendre la France à 2015, la projeter à 2050 et voir comment on arrivait à atteindre l'objectif de neutralité carbone à 2050. L'objectif de neutralité carbone à 2050, c'est un objectif que la France s'est donné. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend une photo de nos émissions carbone en 2050 et il faut que tout ce qu'on émette comme carbone soit absorbé, soit par des puits naturels que sont les forêts ou les prairies, soit par des puits technologiques que sont le captage et le stockage de CO2, etc. Mais il faut qu'on soit neutre, c'est-à-dire que notre capacité d'absorption de nos émissions compense
qui va rester de nos émissions en 2050. Et donc, on a fait tout un tas de travaux prospectifs à l'ADEME chez Negawatt. Il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits sur les dernières années. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu les conclusions qu'on peut en tirer sur la place que doit prendre la rénovation, la forme que doit prendre la rénovation pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, on va vous faire une présentation en plusieurs étapes. La première étape, on va revenir sur cette notion de scénario prospectif, à quoi ça sert et comment on les fait. Et Noé vous présentera l'exemple du scénario Negawatt. On fera une petite pause ensuite pour si vous avez des questions, etc. Et puis ensuite, on rentrera dans la chair des scénarios. Et puis, on vous présentera ce qui ressort de tous les travaux de scénarisation qui ont été faits en ce qui concerne la rénovation énergétique du parc de bâtiments. Donc, quand je disais, il y a eu beaucoup de travaux prospectifs ces dernières années, il y a eu beaucoup de travaux puisqu'on vous en a mis la 4 sur la diapo. Et encore, on n'a pas mis RTE, mais en gros, on a, depuis quelques années, une grosse activité prospective en France parce que justement, on sait que 2050 va être compliqué, qu'on ne sait pas exactement comment on va y arriver et que du coup, il faut analyser plus en détail sur chacun des secteurs de l'économie, industrie, bâtiment, etc., où on en est et comment on peut faire pour contribuer à la neutralité carbone. Et donc, il y a eu parmi les associations plusieurs démarches, Negawatt, Noé va y revenir, le Shift Project, parmi aussi les institutionnels, plusieurs démarches de prospective. Donc là, on vous a mis celle de l'ADEME parce que du coup, je suis de l'ADEME. Il y a eu aussi RTE, les scénarios RTE, qui se sont focalisés seulement sur l'électricité, mais qui ont fait un gros travail sur le sujet. Donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits ces dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, sur la rénovation, on dit à peu près tous la même chose. Donc, ce qu'on va vous faire aujourd'hui, en gros, c'est une lecture croisée des scénarios pour vous éviter de lire les 12 000 pages cumulées de tous ces travaux qui ont produit énormément et vous montrer en fait que quelque part, la rénovation, c'est un incontournable pour l'atteinte des objectifs à 2050 et que quel que soit le scénario, finalement, on se retrouve quand même pas mal sur la nécessité et la forme que doit prendre la rénovation. Yes. Donc avant de présenter les 4 messages communs au scénario de la diapo précédente, je fais une parenthèse sur qu'est-ce que c'est un exercice de prospective en présentant l'association Negawatt, parce que depuis 2001, l'association Negawatt travaille sur des scénarios de long terme. Et c'est un travail mené par des bénévoles qui ont des expertises sur les différents métiers, que ce soit sur de la consommation du bâtiment, sur de la consommation du transport, sur de la production solaire, sur de la production éolienne, nucléaire, etc. Et donc l'association Negawatt fait ça, c'est pour ça que le nom Negawatt est connu. Et moi, je fais partie d'une entreprise qui s'appelle l'Institut Negawatt, qui a été créé en 2009. Pour répondre à des demandes de formation et d'accompagnement d'acteurs territoriaux. Et peut-être le dernier volet, si tu peux dérouler toute la diapo, qui fait qu'aujourd'hui, Negawatt a d'autant plus beaucoup de choses à dire sur la rénovation et à la rénovation des logements. C'est que depuis 2013 et surtout depuis 2017 avec la création de l'entité dédiée, on travaille sur un projet qui s'appelle Dorémy, dont l'enjeu est de rendre accessible à tous la rénovation performante des maisons individuelles. Du coup, on travaille au quotidien sur de la formation des artisans pour qu'ils maîtrisent les gestes et qu'ils sachent se structurer en groupement pour faire des offres complètes aux ménages. Et on travaille vraiment main dans la main avec les territoires dans l'idée que le territoire soit un tiers de confiance pour accompagner les ménages plutôt que ce soit nous, en Dorémy ou Negawatt, qui faisons directement le lien au ménage. Donc il y a plusieurs éléments dans la présentation qui viendront de Dorémy.
J'en reviens à l'association Negawatt et ses scénarios. Comme disait Alban, l'enjeu, c'est d'avoir des objectifs qui sont... Tu peux passer à la diapo suivante. Si tu veux, je ferai un petit schlick à chaque fois, comme les anciennes diapositives. Donc, ça permet de faire le lien entre des objectifs qui sont plutôt des objectifs globaux et de long terme. L'atteinte de la neutralité carbone, du coup, une émission par habitant de 2 tonnes de CO2 par an en moyenne à cet horizon-là pour être en équilibre avec les puits, et des actions à mener soit dès demain matin, soit au plus tard d'ici 5 ans, soit parfois au plus tard d'ici 10 ans. Donc ça permet de répondre à quel peut être un niveau d'équilibre soutenable. Est-ce qu'on a un équilibre soutenable où on peut encore prendre l'avion? Est-ce que ça passe quand on fait la somme de toutes les consommations, de toutes les émissions? Est-ce que on a un équilibre soutenable si on n'a pas rénové plus de la moitié des bâtiments? Est-ce on peut avoir un équilibre soutenable en mangeant 4 fois moins de viande, ou est-ce que moins divisé par 2 la viande, ça suffit? Et par contre, on a construit du coup ce scénario-là, non pas en partant des grands chiffres nationaux, mais en faisant une modélisation ligne à ligne, on va dire. On prend le nombre de milliers de mètres carrés de maisons individuelles construites avant 1975, on prend le nombre d'habitants avec le nombre de calories mangées par an par habitant, et on fait des prospectives en partant d'actions de terrain et avec des moteurs de calcul qui permettent de modéliser les effets. Voilà. Je veux bien que tu affiches l'ensemble de la diapo à chaque fois, comme ça, ce sera peut-être plus simple pour gérer. Il reste encore une flèche. Yes. Je crois que j'ai tout dit. On peut avancer. Et peut-être, ouais, il y a l'enjeu de partir quand même de critères de choix, et les scénarios ont quand même une portée politique, parce que si on décide d'accélérer sur un levier plutôt qu'un autre, les choix résultent de critères et donc d'objectifs. Et donc, on a fait un travail de définition des valeurs qu'on souhaite poursuivre, donc paix, justice sociale, solidarité, démocratie, convivialité, développement humain. Et et donc, on priorise les actions par rapport à une grille de lecture qui s'est vachement professionnalisée, on va dire, avec l'arrivée des objectifs de développement durable, qui est devenu une grille de lecture internationale reconnue, et sur lequel le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'études du climat, s'appuie aussi pour donner un avis scientifique de quelles sont les mesures qui vont favoriser ou défavoriser un objectif. Donc favoriser l'égalité, favoriser la démocratie, favoriser la paix, etc. Et donc, un scénario, c'est toujours des choix. On va soit choisir de travailler en priorité sur le transport, soit choisir d'arrêter l'avion et de garder les voitures diesel, soit choisir... Et donc, il y a vraiment cette maîtrise de choix qui est importante. On peut passer à la diapo suivante. Et il y a un ordre de traitement des questions que Negawatt a adopté. On pourrait faire un scénario en se disant aujourd'hui la France consomme 1800 TWh, comment on remplace toute la production d'énergie par une autre énergie miraculeusement propre. La démarche de Negawatt, c'était d'abord de se dire qu'est-ce qui est possible de faire et réaliste en termes d'efforts de sobriété, c'est-à-dire qu'on va accepter moins de services, ou du service moins intense, moins rapide. Un exemple, par exemple, ça peut être de rouler à 110 km/h plutôt que 130. Donc, on renonce à une partie de la vitesse sans pour autant arrêter de se déplacer en voiture. C'est pas ça la question. Sur le bâtiment, la sobriété serait d'accepter de se chauffer 1 degré de moins, ou d'accepter de se chauffer à 19 degrés. Donc ça, c'est le premier levier qu'on cherche à explorer. À quel besoin on serait en mesure de renégocier l'usage. Le deuxième volet, c'est de travailler sur l'efficacité.
On peut décider de se chauffer à 19 degrés dans une maison pas isolée ou décider de se chauffer à 19 degrés dans une maison isolée. Entre les deux, il y aura 5 fois moins besoin de chauffage si on est sur une maison un peu ancienne. Et donc ça, c'est de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que pour un même besoin, on peut vraiment consommer sur certains sujets jusqu'à 10 fois moins d'énergie parce qu'il y a des situations aberrantes. Et du coup, sur le concept quand même de nos maisons, c'est de payer pour avoir du chauffage et de le faire passer à travers les murs et qui chauffe les oiseaux. Et du coup, la rénovation et la performance des logements vient quand même corriger une part d'aberration là-dessus. Et ensuite, quand on a vu la sobriété et l'efficacité, on sait de combien d'énergie on aura besoin. Et on se pose la question de quel est le système énergétique. Et j'insiste sur le mot système parce qu'il y a vraiment des interconnexions fortes entre l'électricité, le gaz, le bois, la récupération de chaleur fatale, la gestion des déchets, etc. Donc, quel est le système qui va permettre de répondre à l'ensemble de ces nouveaux besoins projetés à 2050? Et je vous montre deux diapos simplifiées, mais quand même imposantes, qui mettent en image tout ce que je viens d'expliquer. C'est ce qu'on appelle des diagrammes de Sankey. C'est une manière de visualiser l'énergie en France. Et donc, si on part de la gauche, en 2019, on a encore notre première source d'énergie qui est plutôt fossile, parce que du coup, l'électricité, c'est que 25% de notre consommation d'énergie finale. Et donc, on a d'abord des sources d'énergie et on va les transformer. Ce que vous avez au centre, du coup, c'est la manière dont on utilise l'énergie. Euh, Avec un litre de pétrole, on peut soit le consommer directement dans une voiture, soit le transformer en autre chose. Et donc, on utilise beaucoup de bois pour du chauffage, on utilise des combustibles liquides, notamment pour le transport, on a encore du fuel dans le bâtiment. On utilise des combustibles gazeux, beaucoup dans le bâtiment pour le chauffage et un peu pour la cuisson. Et l'électricité ne fait pas que répondre à des besoins qui peuvent être satisfaits uniquement par l'électricité, mais on a aussi une partie du chauffage qui est faite avec ça. Et on utilise aussi des réseaux de chaleur, c'est la dernière petite illustration. C'est qu'on peut choisir d'injecter de l'énergie dans des gros tuyaux pour se partager le chauffage entre plusieurs bâtiments. Et ce qu'on projette, ce qu'on vise d'être possible de faire, c'est que les énergies renouvelables mises dans un système, donc mises en réseau, soient en capacité de satisfaire quasiment tous les besoins énergétiques du territoire d'ici à 2050. Je pense que c'est déjà bien. Merci. On voulait vous proposer de prendre quelques questions avant de dérouler les 4 points communs des scénarios, plus en détail sur la stratégie nationale de rénovation. J'ai pas surveillé. Est-ce que du côté des organisateurs, il y a déjà eu des questions dans la conversation? Il n'y a pas de questions dans le chat. Moi, j'avais une question qui reliait un petit peu les 2 présentations parce que tout à l'heure, on a vu Anne qui disait 1 tonne de carbone, 54 jours de chauffage. Là, on voit les différentes, possibilités de consommer l'énergie et cetera et finalement, je me rappelle plus la valeur, de tonnes de carbone qu'on pourrait avoir pour, un Français. Pour qu'on puisse se dire que finalement avec, 1 tonne de chauffage, on est déjà à la moitié de ce qu'on peut émettre, quoi, hein. Je sais que ça bouge, mais moi j'ai toujours en tête l'objectif de tonnes de CO2 par an, par habitant C'est ça. sur Terre à l'horizon 2050. OK. Donc c'est-à-dire que si on garde nos bâtiments dans le même état, c'est déjà la moitié de notre crédit carbone, alors qu'en France, c'est le transport qui est le secteur le plus émetteur aujourd'hui. Mmh. OK, merci.
Alban, pas d'objection sur les chiffres? Non, c'est l'ordre de grandeur que j'ai en tête également. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a bon, les méthodes pour chiffrer nos émissions actuelles bougent, mais malgré le fait que les émissions, enfin la méthode de calcul change et donc le chiffre bouge, on a aussi une baisse qui commence à s'observer. Et avant, on véhiculait beaucoup le chiffre de la situation de départ à 11 tonnes de CO2 par Français. Et là, elle est redescendue à 9,8 tonnes de CO2 selon des études de l'année dernière. Sachant que la part qui est plus difficile à chiffrer, elle vient du fait qu'il y a une bonne moitié de notre empreinte carbone qui provient d'achats et d'importations. Donc c'est de l'empreinte, c'est la pollution, enfin le dérèglement climatique induit par la fabrication d'objets qu'on consomme et qu'on importe d'ailleurs. Ça, c'est un très bon argument pour la rénovation, justement, dans le sens où, il y a peut-être Négawatt aussi qui avait dit quelque chose comme ça, dans le sens où une maison construite a déjà consommé 50 ans de chauffage, le jour où elle a été construite. Donc avec la rénovation, on fait un acte autant sur le fonctionnement, autant on fait un acte mondial finalement, même si on rénove en France alors. Ce qui est sûr, c'est que quand on compare le poids carbone du fait de construire 1 mètre carré versus rénover 1 mètre carré, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Rénover 1 mètre carré, c'est beaucoup moins lourd, beaucoup moins cher en carbone. Et donc, au maximum dans les scénarios, ce qu'on essaye de faire, c'est de garder le bâti existant pour s'assurer que tout le carbone qu'on a déjà investi dans le fait de faire des murs, etc., enfin, c'est ça qui pèse lourd en carbone en fait dans un bâtiment, tout le gros œuvre, on le garde et on ne le détruit pas pour le reconstruire parce que ça voudrait dire en gros investir 2 fois du carbone pour construire le même mètre carré. Donc très concrètement, alors on n'y reviendra pas aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets d'en parler rapidement. Très concrètement, ça veut dire que tout ce qu'on peut faire comme changement d'usage, transformer des bureaux en logements, etc., tout ça, c'est autant de gagner en tonnes carbone liées au bâtiment. OK, merci, parfait. Alors il y a une question, qui sort un petit peu du cadre de la rénovation énergétique, mais je la pose quand même, pour peut-être dévier vers quelque chose d'autre ensuite. Dans les scénarios, fait-on une hypothèse avec un développement massif du solaire thermique? J'ai plus les chiffres en tête. Sur le solaire thermique, c'est un sujet qui a été beaucoup suivi par les scénaristes, donc ceux qui ont posé les hypothèses du scénario négawatt, qui ont suivi des installations de solaire thermique en fonctionnement. Et le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, ça marche, on sait faire, et du coup, il y en a. Et en même temps, il y a aussi des solutions d'eau chaude, soit en production directe à l'électricité, soit en thermodynamique, qui aussi marchent bien. Donc, c'est pas la solution unique qui a été privilégiée dans les scénarios. Et en revanche, le solaire thermique pour faire du chauffage de bâtiments, il y a eu des retours d'expérience quand même assez mitigés. Une difficulté de mise en œuvre dans des bonnes conditions sur toute l'année, dans tout type de logement, qui fait que c'est pas une des solutions qui est mise en œuvre dans les scénarios. C'est sûr que l'importance de la rénovation thermique par rapport au solaire thermique, c'est peut-être pas non plus le même ordre de grandeur, quoi, hein, mais ça, on peut vous inviter à regarder les scénarios Négawatt et toutes les présentations qui ont été faites qui expliquent bien, parce que c'est souvent une question qui est posée justement. Si on reste sur le cadre de la rénovation énergétique, on peut continuer par une autre question ou Alban? Je vois qu'il y a des participants qui ont mis leur caméra, je crois. Ah, je n'ai pas vu. Je vous écoute. Je voulais poser la question à l'oral. Oui, je pense que c'était Monsieur Garnier qui avait posé la question sur le solaire thermique. D'accord. Oui, merci. Je cherchais le micro parce que les icônes ne sont pas très lisibles à l'écran.
Oui, non, moi j'envisageais uniquement le solaire thermique par rapport à la production de chaude sanitaire. C'est bien entendu ce que j'ai fait comme un certain nombre de membres du réseau énergie de FNE. Et en général, on conçoit ça en installation mixte avec du photovoltaïque à côté, qui ne répond pas aux mêmes besoins. Mais les résultats sont extrêmement concluants. Et moi, je suis frappé de la faiblesse de prise en compte de cette hypothèse, et je crois que je ne suis pas le seul. Peut-être Complètement. vous illustrer sur les scénarios ADEME. Alors, les scénarios ADEME, je ne suis pas rentrée dans le détail parce que justement, je dis les scénarios parce qu'on n'en a pas fait qu'un, on en a fait 4. On s'est un peu amusé. Et on a exploré des philosophies très différentes, etc. Donc là-dessus, enfin, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le site Transition 2050, mais je pense que c'est peut-être un peu trop touffu pour vous balancer ça là, cet après-midi. Mais dans pas mal des scénarios, on a effectivement un recours au solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire. Est-ce que finalement, c'est quand même aussi une question de rénovation quand on y pense, parce que en gros, un des enjeux de rénovation, ça va être de décarboner la chaleur. On va y revenir tout à l'heure. On a du chauffage de l'eau chaude sanitaire à l'heure actuelle qui est produit avec des moyens carbonés. Donc, il va falloir décarboner cette production. Pour décarboner cette production, il va falloir baisser le besoin. Donc, en fait, les deux ensemble, mais là, j'anticipe énormément sur ce qu'on va dire tout à l'heure, donc je vais peut-être me taire et on va passer à la suite, mais isoler puis, enfin, baisser le besoin thermique, isoler, baisser le besoin par aussi des actions de sobriété, etc., peut-être moins consommer d'eau, etc. Puis, mettre des énergies renouvelables, comme disait Noé tout à l'heure, en fait, ça va bien les deux ensemble. Donc, quelque part, et quand on fait une rénovation d'ampleur, on ne va pas isoler son bâti et laisser une vieille chaudière au fioul nous faire l'eau chaude et le chauffage. Donc, les deux vont bien ensemble. Bah, Fabien, on peut continuer alors sans anticiper la suite. Alors, on va vous brosser donc ce qu'on a trouvé. On a fait un travail avec les différents scénaristes sur les points communs des scénarios. Et donc, on va vous présenter avec Noé ce qui est en commun sur les questions de rénovation énergétique. Voilà, alors je m'aperçois que la diapo question a été positionnée au mauvais endroit, mais c'est pas grave. Alors, hop, voilà. Donc, le premier point commun de tous les scénarios, c'est l'idée qu'il va falloir rénover la quasi-totalité du parc. Et là-dessus, Noé, je te laisse hop, la parole. Yes. Effectivement, un premier point qui est que je redis, en fait, le renouvellement du parc, c'est-à-dire le fait qu'on remplace des bâtiments anciens par des bâtiments neufs, c'est même pas un choix, mais il n'est pas suffisant par rapport aux enjeux de rénovation énergétique. Construire du neuf performant, c'est bien, mais ça ne suffit vraiment pas dans le sens où il y a 70% des bâtiments qui seront encore présents en 2050. Enfin, dans le parc de 2050, pardon, 70% des bâtiments seront des bâtiments déjà construits aujourd'hui. Et donc, 70% des bâtiments, mais presque 90% de la consommation, c'est du chauffage qui est dans des murs qui sont déjà construits aujourd'hui. Donc ça pose directement l'enjeu. Et il y a eu un gros décalage entre la réglementation sur le neuf qui s'est beaucoup améliorée et la réglementation sur le bâtiment existant qui a vraiment tardé et qui, pour l'instant, en termes d'obligation, pourrait aller beaucoup plus loin que ce qu'elle n'est à l'état actuel. Et en fait, rénover la quasi-totalité, donc c'est que sur les bâtiments construits avant les années 2000, on est sur des taux entre 80 et 90% du patrimoine, parce qu'il y a du patrimoine historique sur lesquels l'isolation, plus le remplacement des menuiseries, plus etc., c'est pas possible pour des questions de préservation du patrimoine historique pour l'instant. Il y aura peut-être plus de souplesse qui sera donnée à terme, mais on en est là. Et donc, même si on est capable de faire
Alors, il y a des rénovations qui économisent pas beaucoup d'énergie, il y a des rénovations qui divisent par 3 ou 4 les consommations d'un bâtiment et par plus que ça, les consommations de chauffage. En fait, on ne peut pas contourner le fait de rénover plus que, enfin, au moins 4 logements sur 5 dans les logements existants. Même si sur certains logements, on peut aller très loin et faire aussi de la production d'énergie. Aujourd'hui, il n'y a pas de scénario qui dit qu'on atteint les objectifs de neutralité carbone sans ça. Et ça veut dire accélérer beaucoup. Je donne les chiffres et après je laisserai Alban développer sur les questions que ça fait se poser. Aujourd'hui, il y a plusieurs millions de gestes de travaux par an, c'est-à-dire que de personnes qui font intervenir des artisans, des entreprises chez eux. Par contre, il y a quelques dizaines de milliers qui sont qualifiés de rénovation énergétique, c'est-à-dire qu'on a fait des économies significatives, plus que 40% d'économies ou 45%. Et donc, ça veut dire qu'il faut passer de 20 000 à peu près à 800 000 rénovations où on arrive à écrouler les factures. Et donc, ça veut dire aller 20 fois plus vite pour que d'ici 2050, on ait rénové la quasi-totalité du parc. Et du coup, Alban, quelle question ça soulève, quelle controverse il y a malgré ce fait d'être à peu près tous d'accord qu'il faut passer à 800 000, voire 1 million logements par an rénovés? Alors effectivement, les enjeux de l'accélération, alors vous les voyez un peu ici quand même sur cette graphique. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on vous a mis sur la diapo à la fois les chiffres négawatts, les chiffres Shift Project. Et cette petite ligne-là, si jamais vous voyez ma souris, sinon si vous ne la voyez pas, je suis sur le scénario Ouais, on Shift voit ta Project. souris. Ah bah parfait. La petite ligne là en pointillé gris, c'est le rythme de rénovation d'ampleur globale, etc., qu'il faut faire dans le parc. Donc, vous voyez, une espèce de marche énorme. Donc, on est bien, le président de l'ADEME a dit il n'y a pas très longtemps, c'est le chantier du siècle. C'est le chantier du siècle. C'est-à-dire que vraiment, on a 28 ans pour rénover la quasi-totalité du parc. Et à l'heure actuelle, on fait des rénovations qui sont pas du tout au niveau en termes d'ambition énergétique. Et alors, du coup, accélérer, ça pose quoi comme problème? On a fait un travail avec un groupe d'experts qui travaillent sur la rénovation, des chercheurs, des think tanks, des associations type Négawatt, etc., sur les 2 dernières années avec l'IDRI pour se dire, quand même, c'est une politique qui a l'air consensuelle, la rénovation. Personne, dans aucun parti politique, dans aucun, ne va dire non, non, surtout, il ne faut pas rénover. Donc la politique a l'air extrêmement consensuelle et néanmoins, c'est une politique sur laquelle on prend chaque année un retard considérable. Pourquoi? Donc on s'est posé la question de qu'est-ce qui bloquait dans cette accélération, qu'est-ce qui faisait qu'on n'arrivait pas à faire l'accélération que tout le monde finalement, ou presque, appelle de ses voeux. En tout cas, dont les scénarios démontrent qu'elle est indispensable. On a mis en évidence une série de controverses un peu cachées dans la rénovation. Je vais vous expliciter rapidement, juste pour que vous compreniez qu'en fait, derrière un aspect extrêmement lisse, policé, etc., on est sur des batailles autour de la rénovation qui ne sont pas négligeables. Le premier lot de controverses, c'est quoi l'objet de la politique de rénovation? Parce qu'en fait, le mot rénovation, il recouvre une réalité, une diversité de réalités. On peut parler, quand on parle de rénovation, d'un geste de rénovation, je change mes fenêtres, ou on peut parler d'une rénovation globale, performante, où on agit sur l'intégralité des postes nécessaires pour faire descendre réellement la consommation. Et Noé reviendra là-dessus tout à l'heure. Et donc, du coup, quand on compte la rénovation, on peut compter des gestes, on peut compter un nombre de rénovations performantes. Et on ne trouve pas du tout la même chose. On trouve 700 000 quand on compte les gestes, on trouve 40 000 quand on compte de la rénovation performante à un niveau BBC, basse consommation rénovation. Donc déjà, vous voyez, il y a une polysémie du terme rénovation qui fait que l'objectif de la politique
il n'est pas clair. Autant dans les textes, il est posé que le parc doit être à un niveau BBC en moyenne en 2015, autant les outils de politique publique, qui sont par exemple les aides à la rénovation, c'est des aides par geste. Donc, on va vous aider à changer votre chaudière, on va vous aider à changer vos menuiseries, on va vous aider à isoler vos combles, etc. Mais le système n'incite pas à faire une rénovation globale performante qui permettrait réellement de réduire les consommations. Donc, on a cette ambiguïté sur le terme rénovation qui fait que déjà, en fait, on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de rénovation. Donc ça, c'est un point important. Donc déjà, quel objet? Deuxième grosse catégorie de controverse, quels objectifs pour la politique de rénovation? C'est quoi ce qu'on cherche à faire en rénovant? La première controverse, c'est une controverse, est-ce qu'on cherche à réduire la consommation d'énergie ou est-ce qu'on cherche à réduire les émissions carbone? Alors, vous allez me dire que c'est la même chose. Oui, dans une certaine mesure, bien évidemment, mais la question se pose de où est-ce qu'on place l'équilibre entre les deux. Vous avez d'un côté plutôt des gens qui vont vous dire qu'il faut chercher à baisser l'énergie au maximum, et de l'autre, des gens qui vont dire c'est pas grave, on baisse l'énergie suffisamment pour pouvoir y mettre des vecteurs décarbonés et on produira des vecteurs décarbonés. C'est ce fameux, je ne sais pas si vous vous souvenez du camembert que Noé vous montrait, entre sobriété, efficacité, énergie renouvelable ou énergie décarbonée. Où est-ce qu'on place le curseur? Et donc, dans la société, il y a des gens qui vont dire, c'est pas grave si on ne baisse pas suffisamment la consommation d'énergie, puisque on peut décarboner l'électricité, notamment en mettant des pompes à chaleur et en assurant avec, par exemple, du nucléaire, etc., une énergie décarbonée. Donc, vous voyez qu'il y a cette controverse, en fait, elle repose sur deux controverses très fortes dans la société française, qui sont quelle part on donne, quelle valeur on donne à la sobriété, et puis la bonne vieille controverse du nucléaire. Donc c'est pas anodin, parce que du coup, selon les moments, la politique, elle va chercher plutôt à chercher à baisser l'énergie, d'autres à baisser le carbone, etc. Et puis du coup, bah, ça veut dire que soit on donne un coup de barre vers, on électrifie le chauffage via la pompe à chaleur, soit on donne un coup de barre vers, on baisse la consommation du bâtiment. Donc, première controverse assez épaisse. Deuxième controverse, est-ce qu'on cherche à ne baisser entre guillemets que énergie carbone ou est-ce qu'on regarde aussi les autres enjeux environnementaux? Et dans les autres enjeux environnementaux, il y a la consommation de ressources, etc. Et par exemple, à l'heure actuelle, les aides financières ne donnent pas forcément un bonus, sauf quelques aides locales, à des matériaux biosourcés. Donc, on peut avoir une rénovation qui va prendre plutôt des matériaux conventionnels type laine de verre, etc., qui peut avoir un impact environnemental plus important que le biosourcé. Et puis, il y a d'autres enjeux environnementaux à prendre en compte, et notamment celui de l'obsolescence du bâti vis-à-vis du changement climatique. À l'heure actuelle, la politique de rénovation, elle se concentre sur énergie carbone, elle ne regarde pas tous ces autres éléments, qui fait qu'on a une politique via l'assurance, etc., qui gère ces impacts d'adaptation au changement climatique, et puis une politique qui cherche plutôt à baisser les impacts environnementaux. Et ça, c'est important, si on se projette à 2050, on sait qu'on aura de plus en plus d'enjeux, par exemple de retrait-gonflement des argiles, avec des périodes de sécheresse qui vont faire bouger les structures des maisons. Et donc, quelque part, il va falloir à la fois gérer le fait de baisser l'impact environnemental de notre chauffage et de notre eau chaude sanitaire, mais aussi d'adapter nos maisons au changement climatique en même temps. Et puis enfin, la politique de rénovation, en fait, elle apparaît en sous-jacent dans plein d'autres politiques qui ne sont pas des politiques de rénovation énergétique. Vous avez les politiques sociales de lutte contre la précarité énergétique. Vous avez des politiques à dimension économique / régénération. Vous avez tout ce qui est régénération des petites villes avec cœur de ville, pardon, petites villes de demain. Vous avez toutes les politiques du logement, les politiques d'adaptation au vieillissement, etc. En fait, il y a une multitude de politiques qui ont le même objet, le logement, mais qui ont chacune un objectif différent. Et en fait, ces objectifs et ces politiques ne dialoguent pas. Et donc, on agit un peu en silo
sur le logement. Donc, on peut avoir, par exemple, dans des projets de régénération urbaine, des interventions qui sont faites, mais qui ne vont pas aller jusqu'à de la rénovation performante, jusqu'à du BBC rénovation. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas ça qui drive les concepteurs de cette politique. Eux, ils sont plutôt sur comment est-ce que je réorganise le quartier, je réorganise la vie sociale dans le quartier, etc. Comment j'assure un niveau de confort grâce à la rénovation, mais je ne suis pas drivée par les questions de rénovation énergétique en soi. Donc en fait, on a plein comme ça de politiques qui agissent sur le même objet, pas avec le même objectif, ce qui crée une espèce de cacophonie autour de la rénovation énergétique. Et puis enfin, dernier ensemble de controverses autour de la rénovation, c'est quelle politique publique on met en place pour la rénovation énergétique. Premier ensemble de controverses, est-ce qu'il faut inciter ou est-ce qu'on doit obliger? Donc on a vraiment deux familles. Un premier ensemble de personnes qui disent, vu l'ampleur de la tâche, on n'y arrivera pas sans obligation. Et l'obligation est à peu près le seul moyen de faire en sorte que l'intégralité d'une cible soit touchée. Par exemple, si on se dit, tous ceux qui font des travaux d'ampleur à l'heure actuelle, qui seraient des travaux qui pourraient amener au BBC, c'est plutôt ceux qui rentrent dans les maisons à l'heure actuelle. Quand on rentre dans un nouvel appartement, une nouvelle maison, c'est à ce moment-là qu'on fait des travaux. C'est pas au bout de 10 ans où on est bien installé, on a mis sa déco, etc., qu'on refait tout. Et donc, on a des fenêtres d'opportunité comme ça sur la rénovation. Mais pour être sûr que tous ceux qui rentrent, qui font ces mutations, enfin qui sont en période de mutation, d'entrée dans des nouveaux logements, fassent cette rénovation, il faut les obliger à le faire. Et puis, de l'autre, vous avez des gens qui disent, en fait, c'est compliqué d'obliger les gens, c'est chez eux, ça touche à la propriété privée, etc. Et puis, on n'a pas essayé de faire des incitations qui soient réellement axées sur la performance. On n'a jamais eu, MaPrimeRénov' n'est pas axée sur la performance, elle est axée sur la rénovation par jet. Si demain, les 2 milliards de MaPrimeRénov', les 4 milliards des C2E se focalisent sur la rénovation performante, peut-être qu'en fait, on va avoir un décollage des rénovations performantes sans qu'on ait besoin de passer par l'obligation. Donc voilà un peu le type de match, en tout cas de controverse à l'heure actuelle. Et puis, dernière controverse, et pas des moindres, Si tu veux, je peux compléter sur l'obligation. On a Negawatt, on s'est associé à pas mal d'acteurs et il y a eu une lettre ouverte au président de la République fin 2021 sur la mise en œuvre d'une obligation conditionnelle de rénovation. C'est-à-dire que dans la dichotomie d'Alban, on est plutôt ce côté de se dire il faut que ça aille tellement vite qu'on ne peut pas ne pas obliger. Et par contre, on a donc ça peut se trouver aussi facilement sur Internet. On a défini des conditions qui sont d'avoir un financement facile, c'est-à-dire qu'il y aurait un équilibre en trésorerie. Après travaux, la maison ne coûtera pas plus cher, facture plus prêt que les factures avant travaux. La deuxième chose, c'est qu'on n'oblige pas si la collectivité n'est pas en mesure de fournir un accompagnement structuré et de qualité pour être tiers de confiance aux ménages. Et aussi, on ne peut pas obliger s'il n'y a pas d'offre. Du coup, ça va faire le lien avec ton prochain point, c'est qu'il y a encore pas mal de territoires où l'offre d'artisans n'est pas suffisante en volume ou en qualification, parce que s'il faut faire 20 fois plus de rénovations performantes, ça veut dire qu'il y a un moment, il faut plus d'artisans sur plusieurs métiers, genre des ventilistes, des personnes capables de faire de la double flux dans les bâtiments. Aujourd'hui, il y a trop peu de demandes, donc forcément, il n'y a pas d'artisans partout en nombre suffisant, quoi. Je te rappelle. Eh ben, parfait, ça fait une transition magnifique sur la dernière controverse, où effectivement, on a d'un côté, donc vous avez vu, Noé et Negawatt sont représentants de obligation versus problème d'offre. Donc, on a d'un côté des acteurs qui portent l'idée que, voilà, je ne vais pas vous redire ce que Noé a dit, vu
l'ampleur de la tâche, on a un vrai problème d'offre de travaux. Alors, à la fois de nombre de personnes et puis de compétences. Alors, peut-être pas des compétences métiers des artisans, mais surtout des compétences de coordination des travaux, parce que un des enjeux de la performance, c'est l'articulation entre les postes de travaux. Noé va vous montrer des images derrière. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut se parler entre artisans, il faut s'organiser pour le faire. Et tout ça, c'est des compétences spécifiques, soit des artisans, soit d'assistants à maîtrise d'ouvrage qui vont accompagner les ménages, etc., qui n'existent pas à l'heure actuelle. Donc, on a d'un côté les tenants du il y a un problème d'offre, et de l'autre, les tenants de il n'y a pas de problème, l'appareil productif c'est toujours adapté, et donc il n'y a pas besoin d'avoir une politique spécifique d'offre sur le sujet. Les représentants de ces tenants-là, c'est les organisations professionnelles du bâtiment. Donc, ceux qui vont devoir faire tiennent un discours comme quoi il n'y a pas de problème et qui s'organiseront. Et donc, du coup, c'est très compliqué d'arriver à trouver un consensus pour que ces acteurs-là, alors soit admettent qu'il y a un problème, soit en tout cas acceptent de participer à des instances où on chiffre ensemble les besoins à 2050. Donc voilà un peu pour vous brosser toutes les lignes de tension sur cette politique de rénovation qui font que finalement, même si tout le monde s'accorde à dire que c'est absolument indispensable, les choses n'avancent pas. Et là, je te passe la parole, Noé, sur le troisième point. Ouais, bah, il y a la question qu'on voulait traiter plus en détail, c'est le niveau de performance auquel on projette que les bâtiments aillent. Et du coup, c'était toi la diapo juste après, mais Oui. on avance? Ouais, vas-y, puis au Ok. pire, on reviendra dessus. Et peut-être ce qu'on voulait poser, c'est une définition plus complète de la performance, pas regarder seulement le nombre de kilowattheures par an, mais en disant on vise 4 objectifs. Préserver la santé des occupants, préserver le bâti, qu'il n'y ait pas de problème de structure, préserver le confort, parce qu'en fait, on peut faire un bâtiment qui consomme rien si on ne chauffe pas et qui fait 13 degrés dans les murs, mais c'est pas ça l'objectif. Et d'avoir une faible consommation à la fin, donc qui soit économe. Et tu peux passer à la diapo suivante. Ce dont on se rend compte, c'est que du coup, ça demande de travailler sur tous les postes. Et il y en a plein que vous connaissez, donc peut-être les deux notions plus spécifiques, c'est quand on a commencé à changer les fenêtres, à isoler les murs et isoler les combles, en fait, la maison peut rester déperditive s'il reste des endroits où la chaleur peut se faufiler. C'est-à-dire que un mur, c'est comme une cuillère dans une bouilloire. Si on trempe le bout de la cuillère, à la fin, les doigts chauffent aussi parce que la chaleur se transporte à travers les matériaux. Et donc, si on laisse des endroits, des doigts de pied qui dépassent quoi, sur le bâtiment, il peut continuer d'être déperditif. Et ça, c'est souvent des points difficiles à traiter. Et aussi, si on est en pull en laine, mais qu'il y a 30 km/h, 30 km par heure de vent, en fait, quand il y a plein de vent, même si on a un bon pull, on a froid parce que du coup, l'air s'engouffre et idem. Dans la rénovation, c'est deux sujets importants. Est-ce qu'on a la conclusion un peu de ça, c'est que si on veut atteindre les 4 objectifs précédents, euh, si on fait plus que 3 étapes de travaux, on ne sait pas faire. C'est-à-dire que soit on va effectivement avoir une maison qui consomme pas beaucoup, mais qui est pas si confortable, soit une maison qui est bien préservée sur le bâti, qui est saine, mais qui continue de consommer pas mal, etc. Et donc la performance qu'on vise, donc du BBC 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré maximum par an, on sait comment l'atteindre. On a déjà des maisons rénovées, mais il y a un enjeu à limiter le nombre d'étapes. On l'a déjà dit pas mal de fois, donc je vous livre deux exemples. Et là, on peut les afficher au fur et à mesure, sinon je pense que ça va être difficile à suivre. Tu peux revenir au début. Oui.
J'ai juste, ouais, parfait. J'ai juste, du coup, une fenêtre et je vais faire 2 étapes, c'est-à-dire que je vais d'abord changer mes menuiseries. Donc c'est ça c'est mon étape 1 de travaux. Donc tu peux passer à la suivante et donc là, j'ai laissé ma fenêtre au même endroit sur mon mur. Donc en bas, c'est l'intérieur, c'est là où je suis, en haut, c'est l'extérieur du bâtiment et j'ai rajouté un volet roulant, pour pouvoir un peu préserver du soleil, parce qu'il fait de plus en plus chaud, et cetera. Donc j'ai une fenêtre qui est bien isolée et dans 5 ou 10 ans, je décide d'isoler mon mur. Donc ça va être l'étape 2. Donc tu peux ajouter et donc là, à ce moment-là, si je change rien à mon volet roulant et à ma fenêtre, parce que, bah, quand même, je les ai installés il y a pas longtemps, la seule manière de mettre de mon isolant, c'est comme ça, par au-dessus et donc il va rester dans le cercle rouge, un endroit pas isolé et du coup, ça crée un pont thermique et un endroit aussi sur lequel, ça va être plus facile que l'eau circule et donc il y a des problèmes de, enfin, l'infiltration d'eau peut créer d'autres problèmes. Et si on reprend la même situation, donc diapo suivante, mais on arrive à faire les 2 travaux en même temps. Donc à gauche, c'est le même dessin, sauf qu'on a décidé de déplacer la fenêtre sur le mur, au lieu de la mettre au bord intérieur, on l'a mis au bord extérieur. Et on a pu intégrer directement le volet roulant dans l'isolant, ce qui est impossible si on fait l'un puis l'autre. Et on n'a plus de problème d'étanchéité à l'air, etc. Donc c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'en fait, il y a vraiment des sujets comme ça. Il y en a entre la toiture et le mur, il y en a entre le système de chauffage et l'isolant, il y en a entre la ventilation et l'isolation des combles. Enfin, en fait, à toutes les étapes, on se retrouve à, si on veut faire bien, mais qu'on a déjà fait quelque chose il y a 5 ans, très régulièrement, on se dit: «Ah merde, il faudrait l'enlever, il faudrait enlever ma nouvelle fenêtre ou il faudrait enlever mon isolation des combles pour refaire bien, la nouvelle étape de travaux que je veux faire». Donc changer de système de chauffage ou isoler mon mur ou rajouter une ventilation et cetera. J'ai dit et donc ce qui est rassurant quand même, qui sera la diapo d'après, c'est on a on suit, avec un projet qui s'appelle Perfinmine, des résultats chiffrés et des résultats par enquête de personnes qui habitent dans des maisons rénovées, hem et avec vraiment des résultats satisfaisants, autant sur le plan de la santé que du confort, que de la préservation des bâtiments, que sur le fait que, ben, les factures se sont écroulées. C'est des ménages où ils sont passés de 2 500 € de chauffage par an à peine 500 € par mètre carré et qui du coup, ben, quand, il y a un fois 2 sur le prix de l'énergie, c'est pas le même impact, sur le porte-monnaie non plus. Voilà, j'ai dit. Et donc en complément sur cette question de la performance, vous voyez qu'il y a vraiment un enjeu à s'organiser pour atteindre la performance énergie carbone à terme. Un des éléments aussi à avoir en tête, c'est que du coup, on pourrait même aller plus loin sur la notion de performance. Noé a dit le confort de vie, la santé. Il y a aussi tout ce qui est préservation du bâti, des pathologies, de l'obsolescence technique liées au changement climatique, les dimensions d'empreinte écologique du bâtiment, etc. Et donc, une des choses sur lesquelles on travaille côté ADEME, c'est de se dire, c'est quoi toutes ces dimensions de la performance qui pourraient faire en sorte que demain, on arrive à dialoguer. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein de politiques qui agissent sur le bâti mais qui ne se parlent pas, qu'on arrive à dialoguer avec ces autres politiques pour réussir à faire un front commun et pas 12 interventions différentes année après année sur le bâti. Un exemple un peu iconique, c'est ici, on a fait une magnifique maison BBC, mais qu'elle commence à se fissurer à cause du retrait gonflement des argiles. On aura un petit peu mis 40 000 € par les fenêtres. Ce serait compliqué, ce serait pas chouette. Donc il y a vraiment des enjeux d'articulation entre toutes les politiques qui portent sur le bâtiment. Et du coup, alors, effectivement, en termes d'articulation, je ne vous ai pas fait la diapo là, donc je vais vous la faire rapidement. Un point, donc vous avez compris,
L'objectif à avoir en tête sur le BBC Rénovation, c'est 80 kilowatts par mètre carré par an de consommation. Ça, c'est vraiment un objectif assez intéressant à avoir en tête. Bon, la définition est en train d'évoluer, etc. Mais en gros, c'est les étiquettes A et B du DPE. Voilà, ça vous donne une idée. Donc, il faut amener les bâtis existants à ce niveau-là. Mais bien évidemment, il y a, comme disait Noé, des bâtiments qui ne vont pas pouvoir arriver à ce niveau-là, notamment des bâtiments qu'on ne peut pas parfaitement isoler. L'haussmannien est un excellent exemple. On ne va pas aller faire de l'isolation par l'extérieur sur de l'haussmannien, donc on va faire de l'isolation par l'intérieur, donc il y aura des ponts thermiques, et donc des endroits où l'air va pouvoir se faufiler. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir aller le plus loin possible sur les autres pour arriver à compenser le fait que certains segments de parc ne puissent pas aller jusqu'au BBC. Et ça, donc, c'est important à avoir en tête quand on est voilà, sur le terrain, parce que du coup, l'idée, c'est vraiment sur chaque bâti, prendre le temps d'étudier les choses pour se dire comment je peux aller le plus loin possible sur la performance. Parce que si moi, je fais un petit peu plus, je compense le fait qu'il y en a d'autres qui sont dans de l'haussmannien et qui ne pourront pas aller aussi loin, quoi. Donc voilà sur cette question de la performance. Et on va finir sur la question de la décarbonation de la chaleur pour boucler avec l'échange qu'on a eu tout à l'heure. Donc, sur tous les scénarios qui ont été produits sur les 2 dernières années, il y a vraiment des points communs sur cette décarbonation de la chaleur. Donc, quand je dis chaleur, c'est à la fois eau chaude sanitaire et chauffage. C'est l'éradication du fioul. Donc, le fioul est un vecteur extrêmement carboné, extrêmement polluant. Et donc, dans tous les scénarios, c'est un vecteur qui disparaît du bâtiment. Deuxième point commun, la baisse de la part des logements qui sont chauffés au gaz. Alors, pourquoi? Parce que le gaz, c'est donc à l'heure actuelle ce qu'on appelle le gaz naturel, le gaz de réseau, c'est un vecteur fossile, c'est un vecteur carboné. Et donc, un des enjeux de la transition, ça va être d'arriver à produire du gaz moins carboné via la méthanisation, etc. Mais du coup, la question, c'est quel volume on peut produire de ce gaz moins carboné? Et il s'avère que on ne pourra pas produire un volume équivalent à l'ensemble des besoins actuels en gaz dans la société française. Et il y a des usages du gaz dans l'industrie, dans les transports, qui sont dits non substituables. Ça veut dire qu'on ne peut utiliser que du gaz pour faire cet usage. Alors que le chauffage du bâtiment, on peut utiliser d'autres sources d'énergie pour le faire. Et donc, selon les scénarios et selon la philosophie des scénarios et la capacité à produire ou pas du gaz, du biogaz, du gaz moins carboné, on a plus ou moins de gaz dans les bâtiments. Mais dans tous les scénarios, on a quand même une part du gaz dans le bâtiment qui descend de façon assez importante. Et puis, un dernier point commun, c'est la forte électrification du chauffage. Alors, quand on dit électrification du chauffage dans les scénarios, on ne dit pas radiateur électrique, on ne dit pas effet Joule, on parle de pompe à chaleur. Ces pompes à chaleur, c'est des dispositifs qui permettent de façon assez efficace de consommer un peu d'électricité et puis de produire 3 voire plus de chaleur associée. Un des enjeux pour que ces pompes à chaleur soient efficaces, c'est qu'elles soient installées dans des bâtis bien isolés. Donc, vous voyez, les deux vont toujours ensemble. Et donc, du coup, dans tous les scénarios, là où on met des pompes à chaleur, on a une amélioration de l'isolation du bâti, ce qui permet d'améliorer la performance des pompes à chaleur. Donc voilà, éradication du fioul, baisse de la part du gaz, forte électrification via des pompes à chaleur, c'est vraiment les 3 points communs qu'il y a entre les scénarios. Ensuite, sur les autres vecteurs, les réseaux de chaleur urbains, le bois, etc., les scénarios font des choix différents en fonction notamment de là où ils pensent que la population française va être en 2050. Si on est sur des métropoles, sur des zones plutôt denses, les réseaux de chaleur urbains sont intéressants parce que c'est rentable de faire un réseau. Si on est sur plutôt un rééquilibrage territorial et puis des populations plus parsemées sur le territoire, c'est moins rentable de faire un réseau de chaleur urbain. Du coup, on va plutôt être sur du bois. Voilà pour vous expliquer un peu les grandes différences sur la décarbonation de la chaleur. Tu peux passer
Diapo d'après. Même, je veux bien que tu passes 2 après, ce sera plus. Alors, vas-y, dis-moi. Ouais, je commence par celle juste après. Super. Ok. Du coup, donc, ce que disait Alban, pourquoi on peut pas simplement installer des chauffages électriques et décarboner la production d'électricité? Là, ce que vous avez à droite, c'est le détail filière par filière de la production d'électricité pour une journée de décembre. Et ce qu'on voit à midi, là, à l'endroit où la flèche est allumée, c'est que la France est importatrice d'électricité. Euh, et l'on a démarré des centrales à fioul et le gaz tourne bien aussi. Et on a dû faire une hausse, enfin non, c'est la hausse de la production nucléaire. En fait, ce qui se passe, c'est que tu peux appuyer, il y a un petit carré qui arrive. C'est ça. En hiver, à chaque fois qu'il fait 1 degré de moins, il nous faut 2400 mégawatts de plus de production. Donc, en gros, 2 réacteurs nucléaires, voire un peu plus pour les réacteurs plus petits. Euh, et pour être capable de se chauffer à l'électricité, il faut être capable d'allumer tous les chauffages en même temps à l'électricité parce qu'ils vont fonctionner plus et ils vont fonctionner plus fort quand il fait plus froid. Et en fait, c'est déjà un problème avec notre parc nucléaire actuel et ses 61 gigawatts de production. En hiver, on n'est déjà pas en capacité de satisfaire l'ensemble de la production, enfin de la consommation du système électrique. Et il y a plusieurs jours où c'est à ces moments-là qu'on redémarre le fioul de gaz et qu'on importe. Et quand on importe, globalement, c'est du cacaberc, comme dirait l'autre, sur des centrales à charbon ou gaz à l'étranger. Et donc, du chauffage électrique qui contribuerait fortement à la pointe de consommation d'électricité ne peut pas être considéré comme du chauffage décarboné. Et du coup, diapo précédente, il y a un peu les chiffres de qu'est-ce que ça veut dire. Euh, Tu peux revenir à la. Ouais, super. Tu peux laisser tout. Euh, donc, à droite, on a pas l'électricité, mais les autres énergies. Donc, le fioul très polluant, le gaz fossile aussi, même si un peu moins. Le bois, du coup, s'inscrit dans un cycle du carbone, dans le sens où quand il pousse, il absorbe et quand on le brûle, il réémet. Donc, on compte en gros, ce qu'on a pollué en plus pour réussir à le transporter. Et, euh, et du coup, il est quand même pas à zéro. Et à gauche, du coup, il y a le chauffage électrique. En fait, on se rend compte, si on a du chauffage électrique au mauvais moment et que c'est le responsable de l'allumage d'une centrale à fioul, ça peut monter jusqu'à du 500 grammes de CO2 parce que il faut 1 kWh de fioul pour obtenir 3 kWh d'électricité, d'où ce bandeau bleu vraiment large. Et le cadre en rouge, c'est un élément un peu questionnant, c'est que aujourd'hui on fixe des hypothèses de calcul en disant que l'électricité c'est 80 grammes de CO2 par kilowattheure dans la réglementation. Et donc la réglementation tord un peu la réalité qui du coup dépend un peu d'un scénario, mais là on fixe une valeur qui est souvent plus avantageuse euh, que aujourd'hui l'impact réel du chauffage électrique. Et ce qu'on voit tout en bas, c'est qu'effectivement, avec des pompes à chaleur, comme on se retrouve à avoir des appels de puissance moins grands, voire vraiment beaucoup plus faibles, l'impact carbone qu'on associe à ce mode de chauffage est beaucoup plus bas. Mais comme le disait Alban, en fait, là, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de retours de terrain qui affirment que, en fait, si on a un bâtiment qui est une passoire énergétique et qu'on lui met une pompe à chaleur, elle fonctionne
très mal, voire elle fonctionne pas. C'est-à-dire qu'elle va être à chaque fois dans des écarts de température à couvrir trop importants. Elle va solliciter la chaudière d'appoint, ou en fait, peut-être pour comprendre ça, le frigo dans une cuisine, une cuisine où il fait 20 degrés, le frigo a une consommation de 1, mettons. S'il fait 40 degrés dans la cuisine, donc 2 fois plus chaud, le frigo, il consomme pas 2, mais il consomme plutôt 4. En fait, ça va vraiment dégrader toute sa performance, et c'est la même chose sur les pompes à chaleur. Si elles se retrouvent dans des espèces de grands écarts, elles restent enfin, du coup, ça reste des factures électriques élevées et des appels de puissance importants pour le réseau électrique. Tu peux passer, parce qu'on s'achemine jusqu'aux conclusions, du coup. Tu veux reprendre? Alors sur les mesures prioritaires, sur qu'est-ce que nous disent finalement les scénarios, ça, c'est des mesures prioritaires qui ont été. Donc, je me fais. Là, du coup, je reprends une diapo négawatt, mais Ah non, c'est moi, pardon. on est. Je... Ouais, vas-y. Oui, effectivement, du coup, les 3 éléments un peu en clôture, c'est il y a un enjeu, est-ce que les gestes de rénovation deviennent des rénovations complètes, et donc la qualité sur les 4 objectifs que j'avais cités soit bien plus élevée. Donc très concrètement, c'est une proposition de mesure de recentrer les financements sur des rénovations qui permettent d'atteindre le niveau BBC, et que c'est donc recentrer, ça veut dire donner moins d'incitation pour du travail par geste et d'être beaucoup plus incitatif. Il y avait dans les commentaires en disant c'est très souvent un problème de financement. Et ben effectivement, donc il y a un enjeu à être plus incitatif, et on a aussi un appel à ce qu'il y ait une obligation conditionnelle. Accélérer le rythme des rénovations performantes, ça fait un peu, enfin la mesure, c'est qu'il y ait vraiment un accompagnement de qualité. Ça fait un peu écho à la diapo de sondage pour dire à qui on demande quand on veut rénover. On demande à notre fournisseur ou à notre voisin. Aujourd'hui, les services publics d'accompagnement sont trop peu connus, mais aussi trop peu développés. Même si ça marche, il faudrait que ça marche 20 fois plus vite. Et il y a un enjeu vraiment à structurer la filière pour que il y ait des artisans en capacité d'intervenir. Et aujourd'hui, sur les artisanats, enfin, les gens qui interviennent dans le bâtiment, souvent le carnet de commandes est déjà plein, sans répondre aux demandes de rénovation performante. Donc il y a pour nous un enjeu de formation. Et une petite phrase de conclusion, on peut vraiment transformer les factures en emplois locaux, que je vais dire un faux chiffre, mais les plusieurs milliards de factures d'énergie sur le logement peuvent devenir des milliards d'investissements dans l'emploi sur des métiers qui vont au moins être très actifs pendant les 30 ans qui viennent et qui sont non délocalisables. Et donc on a tout un chapitre sur le site de l'association de Négawatt. On développe tous ces concepts-là avec plus de détails dans le rôle du politique et dans les chiffres à viser sur chacun de ces 3 mesures. Alors, merci beaucoup pour vos interventions. On va laisser place à des échanges assez brefs, étant donné le temps de réunion. On a un peu dépassé, enfin, du moins, on est tout pile dans les clous, mais voilà, on va laisser le temps à quelques questions. Est-ce qu'il y en a déjà? Oui, bah, déjà, encore une fois, merci, hein, Alban et puis Noé. Je pense que maintenant, on a envie de se lancer dans la rénovation. Et justement, j'avais un semi-témoignage, et puis ça laissera peut-être le temps aux personnes de poser leurs questions. Étant aussi conseiller France Rénov', hein, personnellement, aujourd'hui, on lance des travaux de rénovation globale avec 0 € à dépenser le jour de la rénovation. Alors tout ça, ça vient de mécanismes compliqués de financement, hein, entre les éco-prêts à taux zéro, les aides MaPrimeRénov', Sérénité, MaPrimeRénov', et cetera, et cetera. Mais dans les faits, quand on monte ce genre de dossier avec des citoyens ou des copropriétés, on arrive
au jour des travaux avec 0 € dépensé et effectivement, après, on rembourse cet argent via des prêts qui sont moins élevés que les économies d'énergie qu'on aura pu faire. Donc ça illustre bien et le témoignage là, de citoyens peut également, le prouver. On peut aujourd'hui, faire une rénovation globale, même, si c'est compliqué d'investir le jour même, des gens en situation de précarité énergétique peuvent le faire également, et toute personne, bien sûr, c'est également possible. Donc c'est presque une je sais pas, on pourra compléter, c'est presque une idée reçue, voilà, de dire que l'investissement le jour même, c'est un problème, qui peut aujourd'hui être solutionné par des mécanismes de financement, dès qu'on y a accès, hein. Peut-être pour compléter, effectivement, il y a 2 enjeux de financement. Il y a, combien ça va me coûter et quand est-ce que je vais devoir sortir l'argent? Et donc selon les ménages, il y en a, qui peuvent payer et sortir l'argent tout de suite, aucun souci et généralement ceux-là, en plus, plus les aides, évoluent et moins ils sont aidés, puisque c'est des publics, peu modestes. Et puis il y a des publics modestes qui peuvent pas sortir l'argent tout de suite, mais qui pourraient rembourser. Il y a des publics modestes, très modestes qui peuvent pas sortir l'argent du tout. Donc en fait, il y a une diversité et donc effectivement, il y a un gros travail des conseillers France Rénov pour faire les montages, financiers qui vont bien et à chaque fois, on nous dit que les aides, c'est très, très compliqué et ça l'est. Donc c'est une compétence très particulière et très spécifique d'arriver à articuler, tous ces éléments-là. Et peut-être, Oui, monsieur Garnier avait une question et puis attends, je vais prendre connaissance des autres questions. Oui, merci. En tant qu'urbaniste architecte, moi j'ai beaucoup apprécié votre panorama de la complexité des problèmes et de l'interconnexion d'un certain nombre de dimensions. Juste une petite réaction dans la pratique quotidienne, surtout dans les zones où il y a beaucoup de maisons individuelles, où il y a beaucoup de travail à faire et qui ne sont pas forcément dans les métropoles, mais même dans les métropoles. Trouver des artisans qui sont capables de faire et de faire correctement et sans se faire escroquer comme parfois dans le photovoltaïque, c'est quand même le parcours du combattant pour les gens qui ne sont pas des initiés, hein. Et ça ne grouille pas. Vous avez des entreprises référencées ADEME et quand vous leur demandez est-ce que vous pouvez venir faire du photovoltaïque chez moi, ils vous répondent ah ben non, ça m'intéresse pas, c'est trop compliqué. Enfin, c'est le parcours du combattant et pas seulement sur le plan financier, je souscris à ce qui a été dit. Bon, ce que vous avez dit, ça montre aussi clairement il faut établir des priorités et on voit bien, bon, il y a quelques efforts qui sont faits quand même pour aller vers les catégories défavorisées, hein, les moins argentés, mais il y a pas mal de chemin à faire. Alors, il y a un aspect qui a été un peu évoqué, dimension sociale et qualité de la vie. Et là, grand classique, si vous faites du bâtiment BBC et que les gens ne peuvent pas ouvrir leurs fenêtres au printemps parce que ça ne marche pas bien avec le système, ou pire, parce que là, dans le tertiaire, vous obligez les gens à travailler dans un aquarium pendant toute l'année, la qualité de la vie, ça ne marche pas très bien, hein. Donc ça aussi, c'est une dimension qui est importante et quand vous êtes praticien sur le terrain, on vous le fait parfois savoir. Alors, vous disiez, et là-dessus, on est 100% raccord, il faut avoir une approche globale et là, regardez, en plus, bâtiment par bâtiment, parce que c'est vrai que les situations sont extrêmement différentes d'un point à un autre. Alors, moi, il y a quand même une chose que j'ai de la peine à avaler par rapport au fonctionnement en silo, peut-être même jusqu'à l'ADEME, je ne sais pas, mais je ne comprends pas qu'on puisse mettre des aides publiques, des incitations sur des opérations de réhabilitation thermique sans qu'en même temps on ne regarde tous les potentiels raisonnables en termes d'énergie renouvelable. Ça va aussi bien de ce qu'il y a sur le toit, ça peut même être la géothermie. On sait bien que quand on a un pavillon sur une parcelle qui fait 300 mètres carrés, on n'aura pas de géothermie de surface. Par contre, vous avez des gens qui ont des grandes surfaces avec un potentiel. Et merci voilà. pour vos réactions. Donc, je pense que ce serait intéressant d'avoir quand même une approche intégrée et qui nous permette d'éviter ce silo. Je m'occupe d'énergie par là et puis d'autres choses ici. Merci. Merci à vous.
Une question sur les architectes des bâtiments de France. Comment surmonter l'obstacle quand on veut absolument faire une isolation par, l'extérieur alors qu'on est dans un site, soumis? Alors déjà, se rendre sur le site du CREBA, le centre de ressources sur la rénovation du bâtiment ancien. J'ai pas le sigle dans le bon ordre, mais en gros, c'est ça, qui vous donne des conseils sur, comment vous pouvez rénover un bâti ancien, sans, mettre à mal, en fait, son fonctionnement, et sa thermique. Heu, si, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que si vous êtes sur un secteur, ABF, a priori, vous êtes sur du bâti prix 48. Le bâti prix 48, 1948, a quand même des caractéristiques techniques très spécifiques qu'il faut connaître, pour pouvoir s'adapter à ces caractéristiques. Et par exemple, tout ce qui est migration de l'eau et de la vapeur d'eau dans la paroi, c'est des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention. Donc du coup, j'aurais tendance à dire déjà, à bien faire attention à ce que l'isolation par l'extérieur est euh, le bon cheval pour ce type de bâti. Et ensuite, effectivement, la question des ABF remonte tout le temps et toujours. Et le ministère de la Culture, qui du coup est la tutelle de ces acteurs, travaille sur la rénovation du patrimoine, et c'est des choses qui vont très lentement. Donc il n'y a pas encore de solution sur l'aspect esthétique, à part, comme dit, se poser la question d'un point de vue technique, est-ce que c'est vraiment isolation par extérieur qu'il faut faire? Et on peut peut-être en faire une par l'intérieur qui est moins performante, mais qui de toute façon, sera finalement la seule acceptée à plus ou moins long terme. Parce que si les discussions sont lentes, on peut se dire que ça va bouger d'ici 5 ans, 10 ans. Bon, moi depuis 15 ans, ça n'a pas bougé, mais voilà, on peut espérer, quoi. Oui, tout à fait. OK. Adeline, qui veut poser sa question peut-être au niveau, à voix haute? Non, ouais, merci. C'est juste en complément par rapport aux bâtiments, un peu, anciens et qui ont, des caractéristiques patrimoniales. Effinergie, je crois, a mené une expérimentation et si je me trompe pas, en fait, les résultats montrent que, dans la plupart des cas, il y a pas eu d'impossibilité technique, et qu'ils ont réussi à mener, énormément de bâtiments vers le BBC. Donc ça, je pense, c'est une donnée, qui est vraiment intéressante et qu'il faut qu'on arrive à porter, en fait, parce que le discours ambiant que, les bâtiments, anciens ne sont pas, rénovables pour X raisons, en fait, il y a un petit peu une brèche, quoi. Il y a un retour d'expérience qui montre que c'est pas tout le temps le cas, en tout cas. Mmh. Ça pourrait être, Bah, dans le prochain webinaire, sur le bâti ancien qu'on pourrait aborder ça. Ce sera le cas et puis pour la question qui relie un petit peu les 2, hein, tous les acteurs à contacter au début donc dans le dernier webinaire qu'on avait fait sur les acteurs, on a justement, on retrouve Effinergie, on retrouve, l'AQC, le CREBA et cetera. Donc si vous avez encore des questions sur ces sujets au niveau des acteurs, n'hésitez pas à regarder le webinaire qu'on a fait la dernière fois. Vous aurez plein d'acteurs possibles, imaginables et présentés dans l'ordre, sous forme de checklist des acteurs à contacter dans l'ordre de vos travaux de rénovation. Et il y avait une autre mmh, question de Adeline, donc est-ce que l'accès des collectivités aux sociétés de tiers financement va changer quelque chose pour les particuliers? c'est une référence au projet de loi, récent là? Qui, qui permet d'assouplir les conditions de ne pas être en marché public-privé pour le tiers financement, c'est de là que vient la question? Oui, oui. Je l'ai pas, c'est pas un sujet que j'ai suivi de près, mais à la lecture que j'en ai eue, c'était pour moi dédié aux bâtiments des collectivités et donc ça va permettre à Bouygues, d'aller voir, une ville et de dire, «Si vous voulez, je vous paye, votre rénovation d'école en 3 fois sans frais», mais pour moi, ça va pas avoir d'implication, rapidement sur la rénovation du logement. Enfin, ça aura pas d'implication sur la rénovation du logement pour moi. Oui, même chose, de mon côté. Effectivement, on est vraiment sur, la rénovation du tertiaire, et en l'occurrence du tertiaire public. Mmh. Aujourd'hui, il y a des sociétés de tiers financement qui arrivent pour, la rénovation du patrimoine, privé, enfin voilà, pour les particuliers. Donc là, Alors oui, 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 on peut compléter effectivement, les sociétés de tiers financement, même au départ, c'est pour le logement. Et il y a un réseau de ces sociétés qui s'appelle Séraphin,
Et donc, vous pouvez sur Internet, je pense, trouver de l'information. Et ça fait partie quand même de la grande force d'innovation locale qu'on a en France. C'est qu'il y a des territoires qui se sont dit, allez, on monte des sociétés de tiers financement, même si d'un point de vue légal, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu rock'n'roll, mais on se lance et on essaie de faire des montages où, en gros, une société de tiers financement, c'est vous continuez à payer la même facture d'électricité, ou enfin de chauffage, mais il y a une partie qui va au remboursement des travaux plutôt qu'à payer de la facture. Et donc, c'est un dispositif qui est très intéressant. On travaille avec eux à l'ADEME pour essayer de bien comprendre l'impact, les tenants, les aboutissants, etc. dans des projets de recherche. Mais ça fait partie clairement des points d'innovation enfin, vraiment intéressants de ces dernières années. Et un autre sujet enfin, dans le financement, on a creusé d'autres pistes. Il y avait aussi la possibilité d'attacher à la pierre les prêts, c'est-à-dire que le prêt soit attaché au logement et que du coup il soit moins dépendant de statut des personnes, enfin de leur situation dans l'accord des prêts, et qu'ils soient cédés avec la vente. On achète une maison avec son prêt. Et ouais. Et je vois qu'on a une question qui est apparue sur le bioclimatisme dans la rénovation. Alors, plusieurs choses à ce propos. On fait avec l'existant dans la réno. Donc, du coup, si la maison a été conçue pour être en plein soleil, avec une belle grande vitre en plein soleil, compliqué. En fait, on doit composer avec l'existant, mais ça fait partie des choses, effectivement, qu'on peut prendre en compte et surtout qui vont de plus en plus apparaître avec les enjeux de confort d'été. Là, on le voit apparaître très fort sur ces dernières années, où finalement, il y a pas mal de gens qui, quelque part, le confort d'hiver, ils géraient, ils payent, mais l'hiver. Le confort d'été, c'est insupportable d'avoir trop chaud. Et donc, ils commencent à arriver aux espaces France Rénov en leur disant qu'est-ce que je fais sur le confort d'été. Et là, on peut imaginer avoir une entrée qui, du coup, réfléchit aussi en termes de bioclimatisme. Mais c'est sûr que tous les bâtiments existants en France n'ont pas le même potentiel, en fait, de bioclimatisme. On peut avoir des arbres qui perdent leur feuilles en hiver. Oui, oui, oui. Ouais. Il y a plein de solutions techniques, c'est clair. Quand on se lance après dans le projet, on peut se poser toutes ces questions-là qui arriveront plus tard et qui arriveront presque même au webinaire numéro 3, hein, où on aura des aspects techniques sur comment réussir sa rénovation et des trucs et astuces, comme vous êtes en train de le dire là, pour contrer des idées reçues ou en tout cas améliorer la performance énergétique. Donc là, on est peut-être dans une phase un peu plus technique et qui va être développée dans le webinaire numéro 3. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Oui, allez-y. Je suis pas. Non, en clôture-ouverture, il y a une phrase que j'entends revenir plusieurs fois autour de moi là récemment, qui dit notre sujet, en fait, il est un peu technique, il est beaucoup financier, et il est passionnément culturel, dans le sens où techniquement, on a creusé dans toutes les directions, et globalement, on saura faire. Effectivement, il y a un gros enjeu sur la simplification, la réorientation des priorités sur la partie financement et sur l'accompagnement pour que le financement marche. Mais en fait, il y a un chantier presque encore au moins aussi gros, qui est sur la partie culturelle. À quel moment ça devient désirable un parc rénové? Et pour moi, ça marche dans les deux directions, entre les avis des architectes des bâtiments de France sur où ils en sont de leur niveau d'envie et de confiance dans le fait que faire aller les bâtiments vers des bâtiments performants et écologiques, ça va faire sens par rapport à leur métier. C'est des données importantes pour savoir si la mission du ministère de la Culture, elle va durer 6 mois ou 10 ans avant d'apporter des résultats. Et dans l'autre sens, peut-être ce que je voulais dire en clôture du webinaire, c'est que j'ai l'impression qu'il faut enfin, en tout cas, moi, j'apprends à parler un peu au jour le jour et à écouter ce que pensent des proches par rapport à la rénovation. Parce que
ça ne va marcher qu'à condition que l'envie se partage et que ça contribue davantage au bonheur. Tout comme on peut associer une cuisine à un lieu chaleureux, pour l'instant, on n'associe pas du tout l'isolant avec quelque chose. Enfin, on associe peu la partie performance d'un logement avec nos projets de vie. En fait, ça, c'est une transition qui peut se faire et qui demande du temps et de l'écoute et du soin. Et c'est un gros chantier des 10 ans à venir aussi. J'abonde totalement dans le sens de Noé. Effectivement, on a une bataille culturelle à mener pour changer la représentation de ce que c'est un logement performant. On n'est plus sur un logement qui est seulement confortable, on est sur un logement qui est peu émetteur, peu consommateur. Et quelle est la proportion des Français qui a déjà entendu parler du BBC Rénovation? Voilà, ça donne une idée de l'ampleur de la tâche pour juste changer l'imaginaire autour du logement. J'aurais pas mis le mot bataille, mais j'aime bien l'idée d'y mettre du soin aussi, quoi. Ok, super. Bien, merci encore une fois, Noé et Gaspard pour ces. Non, Noé, ça c'est Gaspard Ouais. et Alban Alban. et Noé de l'Argilière. De toute façon, merci à vous. Merci Adeline, merci France Nature Environnement d'organiser tout ceci. Et Anne, Bah oui, merci à tous et puis Merci. très bonne soirée, hein. Le webinaire sera disponible en replay avec les diapositives. N'hésitez pas à poser vos questions techniques et regarder le webinaire numéro 2. Et à bientôt pour le webinaire numéro 3 sur le sujet technique de la rénovation énergétique du bâtiment ancien. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci Merci, beaucoup. au revoir. Merci à Au vous. revoir. Au revoir. Bonne soirée.